suis heureux de vous voir tous ici, parce qu'en effet, comme vous l'avez dit, cher Pascal, d'abord j'ai eu le privilège de travailler avec vous, quand nous avons fondé ensemble la BERB à Londres. C'était un grand moment. Et en effet, je travaille aujourd'hui beaucoup sur cette idée d'économie positive, c'est-à-dire plus généralement de société positive, c'est-à-dire pour essayer de rassembler tous ceux qui travaillent dans l'intérêt des générations suivantes. Les générations suivantes, c'est à la fois vous, mais pas seulement vous, c'est ceux qui viendront plus tard. Et en étant tout à fait persuadé que nous sommes dans un monde qui, de plus en plus, obéit à une tyrannie du court terme qui s'impose de plus en plus dans toutes les dimensions de nos vies, pour des tas de raisons très profondes, qui sont essentiellement liées au fait que nous avons choisi comme valeur suprême dans les sociétés occidentales la valeur de la liberté individuelle, qui est tout à fait respectable comme choix, mais dont on n'a peut-être pas assez tiré toutes les conséquences. La liberté individuelle nous a conduit à choisir comme mécanisme de répartition de la rareté pour les biens privés, le marché, pour les biens publics, la démocratie, ce qui est une façon élégante de vivre la rareté dans une illusion de liberté, mais évidemment nous ne sommes pas libres ni de choisir où on est né, ni quand on va mourir, sauf en faire le choix personnel. Mais la liberté individuelle, au détriment de toutes les autres valeurs, ça entraîne des conséquences dont on n'a pas perçu toutes les dimensions. D'abord, évidemment, c'est une valeur que l'on ne veut pas rejeter. Personne ne veut être autre chose que libre. Mais quand on y réfléchit bien, la liberté entraîne le droit, tout simplement, de changer la vie. De changer la vie comme consommateur, comme employeur, comme employé, comme citoyen, comme partenaire sentimental, et dans toutes les dimensions de nos vies. Donc l'apologie de la liberté, le droit absolu à la liberté, ça entraîne inévitablement la réversibilité des choix, mais au-delà de la liberté des choix, la précarité des choix, puisque tout choix devient modifiable puisque nous sommes libres. Et plus généralement, si la liberté devient une valeur absolue au détriment de toutes les autres, la liberté entraîne le fait que nous sommes en situation de ne pas avoir respecté nos contrats. Puisque si nous sommes libres, aucun contrat ne vaut puisque je suis libre. Et c'est d'ailleurs pourquoi, progressivement, dans toutes nos sociétés, en tout cas les sociétés occidentales au sens le plus large, puisque l'Occident est en train de l'emporter à travers le monde, même s'il décline un petit peu comme l'Empire romain qui devenait universel au moment où il a disparu, parce que ses valeurs se sont étendues ailleurs que chez lui, nous sommes en train d'entrer dans une société dans laquelle le contrat ne vaut plus rien et nous avons le droit de déchirer les contrats ou d'avoir des contrats de plus en plus brefs, ce qui est le cas dans le contrat de travail, c'est le cas du contrat des hommes politiques, qui est de plus en plus bref, c'est le cas du contrat sentimental, qui lui aussi est de plus en plus bref. Et nous sommes dans une société où progressivement la rupture du contrat crée non seulement la réversibilité ni la liberté, mais aussi plus largement la déloyauté. Nous avons le droit d'être déloyaux. La seule personne à laquelle nous avons un certain devoir de loyauté, c'est nous-mêmes. Il m'arrive parfois de penser qu'on a inventé la psychanalyse pour donner un sens à cette expression, être loyal à l'égard de soi-même. Mais si nous sommes tous déloyaux, ce qui est la règle générale, nous sommes dans des sociétés où nous sommes une juxtaposition d'individus déloyaux. Et si on veut pousser la caricature un peu plus loin, nous sommes une juxtaposition de mercenaires déloyaux. Parce que nous travaillons chacun de façon mercenaire, sans s'attacher véritablement de lien, de loyauté à l'égard de la structure à laquelle nous travaillons. Réfléchissez bien, c'est un peu ce qui est en train de s'installer, où les jeunes considèrent qu'ils n'ont aucun devoir à l'égard de ceux qui ont payé leurs études et qui peuvent aller vivre et travailler ailleurs, parce que peu importe ceux qui ont payé leurs études. Les aînés n'ont aucun devoir non plus de laisser une planète plus saine ou des dettes moins grandes, et chacun se considère comme seul sur la planète et n'ayant de devoir qu'à l'égard de son propre avenir, ou je dirais même seulement son propre présent, parce que l'avenir lui-même n'a pas beaucoup d'importance. Ce n'est pas seulement un discours philosophique, c'est profondément ce à quoi nous assistons et ce qui a des conséquences dans toutes les dimensions de nos vies. On va parler très longuement pour expliquer que c'est la cause profonde de la crise financière, que cette tyrannie du court terme, c'est le fait que la finance ne s'intéresse plus autant qu'elle devrait aux investissements à long terme, c'est le fait que les entreprises appartiennent de plus en plus à des actionnaires qui sont... De toute façon, le durée de moyenne de détention des titres dans les entreprises cotées dans le monde s'est effondré, passé de 7 mois à quelques secondes depuis 20 ans.
Et on pourrait multiplier les signes qui expliquent assez profondément cet univers. Non seulement c'est la cause profonde de la crise dans laquelle nous sommes, mais plus largement, je crois que c'est aussi quelque chose qui entraîne une réaction dans notre société qui pourrait nous être fatale. Parce que l'humanité ne peut pas vivre durablement dans un univers de déloyauté. Nous ne pouvons pas être durablement des mercenaires déloyaux. Nous ne pouvons pas durablement ne pas nous occuper de l'avenir. Même si Marx, je veux dire, Groucho Marx avait raison quand il disait, ou pas raison, en tout cas disait quelque chose de pertinent quand il disait « Je ne vois pas pourquoi je m'occuperais des générations suivantes, qu'est-ce qu'elles ont fait pour moi ?» Ce qui est un argument assez fort, mais en réalité, quand on y réfléchit, on s'aperçoit que, supposons qu'il n'y ait pas de génération suivante et qu'à partir de la seconde présente, plus personne ne naisse, on s'aperçoit très vite que le monde devient vite un enfer, non seulement parce qu'il n'y a plus de maternité, mais parce qu'il n'y a progressivement plus besoin d'école, plus besoin de tas de choses, et puis il n'y a plus personne pour remplacer ceux qui partent, et puis vous qui êtes plus jeune que moi, donc qui serez parmi les derniers à survivre, votre vie sera un enfer, il n'y aura plus personne pour payer vos retraites, vous ne serez plus de travailler jusqu'au dernier, et le dernier mourant devra éteindre la lumière, mais d'une certaine façon non, parce qu'il y a longtemps qu'il n'y aura plus de lumière. Donc, nous avons besoin des générations suivantes dès maintenant. Nous avons besoin de ceux qui ne sont pas encore nés. Nous avons besoin de ceux qui se naîtront dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Et c'est notre intérêt, c'est pour ça que j'appelle souvent l'économie positive l'altruisme intéressé. Nous avons intérêt à être altruistes, c'est notre moteur profond. Et d'ailleurs, d'une façon très logique, aujourd'hui, on voit apparaître cet intérêt pour le long terme, cet intérêt pour les générations suivantes, comme une activité naturelle. C'est ce que moi je fais avec, vous avez dit Pascal, quand j'ai eu le privilège de créer 4 institutions internationales, donc Planète Finance est la dernière, c'est-à-dire des institutions qui pensent le long terme et qui s'intéressent au long terme, et c'est ce que nous faisons quand nous avons des activités éducatives, d'activités qui dépassent notre propre intérêt immédiat. Et si nous ne le faisons pas, nous verrons surgir des modèles, des idéologies qui le feront. Quand on se met à la fin du XIXe siècle, on s'aperçoit que c'était assez facile à cette époque de prévoir ce qu'allait être le monde à la fin du XXe siècle, d'un point de vue technologique ou d'un point de vue même géopolitique. Même si beaucoup de choses ont été difficilement prévisibles. Mais ce qu'on n'a absolument pas prévu à la fin du XIXe siècle, ni au début du XXe siècle, c'est l'évolution des mœurs. Personne ne pensait à la légalisation du mariage homosexuel. C'est l'évolution de l'esthétique, quand on voit la façon dont on pensait à la fin du XIXe siècle, comme on allait s'habiller à la fin du XXe siècle, c'était extrêmement conformiste. Donc notre structure absurde, nous les hommes, avec ces cravates et ces trucs grotesques, ça va bientôt exploser et disparaître, heureusement. Et ce qui était le plus difficile à penser, c'est l'évolution des idéologies. Enfin, en 1910, personne ne savait que Mussolini serait au pouvoir 10 ans plus tard, encore moins Lénine, encore moins Hitler. Pourtant, ils étaient là. Et personne ne pensait à ces idéologies qui allaient l'emporter. Aujourd'hui, et pourquoi l'ont-elles emporté? Elles l'ont emporté parce que c'était un monde d'extrême précarité, d'extrême incertitude. Personne ne croyait vraiment que la mondialisation allait être heureuse et on a préféré se refermer. Exactement ce à quoi nous vivons aujourd'hui. C'est pour ça qu'il ne faut pas croire que ce qu'on voit apparaître aujourd'hui sous le nom de fondamentalisme religieux, qui n'est d'ailleurs pas propre à l'islam, mais qui est commun à toutes les religions, ce n'est pas du tout quelque chose d'anachronique, d'accidentel, dérisoire. C'est au contraire une réponse fondamentale à cette apologie du court terme, cette dictature de la précarité dans laquelle nous sommes, qui apporte une réponse rassurante. Ce n'est plus la liberté, c'est la sécurité. Ce n'est plus l'instant présent, c'est l'immortalité, c'est l'au-delà. Il ne faut pas oublier que les réponses totalitaires sont souvent des réponses qui l'emportent, même, parce que j'ai pris l'exemple du début du XXe siècle, la social-démocratie. On a souvent dit que le premier gouvernement social-démocrate était celui de Roosevelt en 1934, avec la politique keynésienne, mais c'est oublier que le premier gouvernement keynésien, c'était celui de Mussolini en 1920. Que le deuxième, c'était celui de Lénine en 1924-23. Que le troisième, ça a été celui d'Hitler en 1933, et que Roosevelt n'a été que le quatrième. Je dis ça pour bien dire que nous pouvons arriver à une société qui se préoccupe du long terme, dans un contexte démocratique, après être passé par des caricatures totalitaires. Et nous pouvons vivre, vous pouvez vivre plus encore que moi, une période totalitaire.
au sens où le long terme va revenir prégnant, et lorsque le choix se posera entre la démocratie et le long terme, on choisira le long terme. Lorsque le choix se posera entre le climat et la liberté, on choisira le climat. Lorsque le choix se posera entre la sécurité et la liberté, on choisira la sécurité. D'où l'importance extrême, je crois, aujourd'hui, d'essayer, dans vos générations, au moins autant que la mienne, même si je me méfie toujours de la prévision de l'avenir, parce que quand on prévoit l'avenir, plus l'avenir est loin, plus on sait qu'on n'y sera pas, et plus on a tendance à le noircir pour dire, puisque vous y serez, ben bon, je vais vous dire que ça sera épouvantable, parce que j'y serai pas. Donc il faut bien se garder de ça. Donc avoir conscience que le monde de demain peut être, et sera, à toutes les potentialités, d'être absolument magnifique. Mais pour qu'il soit magnifique, il faut que votre génération et les générations qui suivent jouent beaucoup de coups d'avance. Et pensent suffisamment à l'avance aux vrais enjeux. Par exemple, les vrais enjeux, c'est comment créer les conditions pour que la démocratie intègre les données du long terme. Or, la démocratie ne les intègre pas, parce que les hommes politiques décident de plus en plus en fonction du dernier sondage. D'ailleurs, les institutions évoluent d'une telle façon qu'elles sont un peu partout dans toutes les démocraties, des institutions de plus en plus soumises au court terme. En France, on est en train progressivement d'avoir des institutions qui sont de plus en plus sous la tyrannie du court terme, la réduction du mandat du président et toute une série de choses, les primaires, tout ça, pousse à l'immédiateté. Et c'est vrai un peu partout. Donc comment réinstaller du long terme dans la démocratie, c'est un enjeu institutionnel absolument majeur. Il y a une façon qui est de même. Il y a une façon. Et de même, le problème se pose dans le marché. Comment créer les conditions pour que le marché réintègre en lui-même des exigences de long terme? Je vous citerai deux réformes qui pourraient être faites et qui vont dans le sens. La première, en démocratie, ce serait de dire, eh bien, on remplace le Sénat par une chambre qui parle au nom des générations suivantes. Et dont la seule fonction, c'est de dire, qu'est-ce que les générations suivantes vont penser de ce que nous allons décider? Ça entraînerait des changements très profonds. Dans l'économie de marché, on pourrait dire, pour réinstaller du long terme, on pourrait dire, le droit de vote des actionnaires devrait être fonction de la durée de détention des titres. Pas seulement le droit de vote double, mais le droit de vote beaucoup plus élevé si je le détiens durablement. Et si on avait ces deux réformes-là, on réinstallerait dans un contexte de démocratie de marché à laquelle nous sommes tous ici attachés une importance considérable. Ce sera votre mission de faire cela. Si vous ne le faites pas, vous continuerez à être des mercenaires déloyaux, c'est-à-dire que vous partirez vivre en Angleterre, en Australie ou ailleurs, quand vous n'aurez plus de plaisir à être en France, sans vous occuper du territoire. Ou vous trouverez votre place dans les différentes dictatures qui s'installeront plus ou moins insidieusement, parce que la nature humaine est ainsi faite que chacun s'y trouve.